Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier l'UNAFAM, son comité scientifique, le professeur Michel Hamon de m'inviter à participer à ce colloque et puis de pouvoir communiquer effectivement sur les facteurs psychosociaux dans les schizophrénies. C'est une thématique de recherche qui est assez récente et puis qui est par certains aspects assez sensible aussi. Donc en fait, je voudrais démarrer par un rappel historique et dire que dès le début du XXe siècle, en fait, il y avait des études épidémiologiques qui avaient suggéré la participation de facteurs environnementaux au déterminisme des schizophrénies. L'étude peut-être la plus célèbre est une étude qui avait été réalisée aux États-Unis par Faris et Denham à Chicago et qui montrait des variations des taux de prévalence, en fait des variations du nombre de cas de schizophrénie en fonction des différents quartiers de Chicago. Et vous voyez dans les zones foncées donc des quartiers où on retrouvait un grand nombre de sujets souffrant de schizophrénie, puis dans les zones un peu plus claires, des taux de schizophrénie un peu moindres, suggérant que peut-être dans ces quartiers, il y avait des facteurs liés à l'environnement qui pouvaient expliquer ces variations. Alors, une autre étude extrêmement célèbre, c'est l'étude d'Odgaard en 1932. Odgaard est un psychiatre norvégien qui avait montré que les migrants norvégiens qui s'étaient installés aux États-Unis, en particulier dans le nord des États-Unis, dans le Minnesota, il se trouve qu'il y a eu une forte migration à la fin du 19e siècle de Norvégiens aux États-Unis qui fuyaient des persécutions religieuses, des famines. Et donc, dans ce cadre-là, Odgaard, dans les années 30, avait montré que les migrants norvégiens installés aux États-Unis développé beaucoup plus de troubles schizophréniques que la population générale, et que peut-être le statut de migrant était un facteur de risque de schizophrénie. Alors, Odgaard pensait, son hypothèse était que les migrants étaient déjà malades sur place en Norvège. C'est ce qui expliquait de la migration, c'est ce qu'on appelle la migration sélective. Non pas qu'il était amoureux de la Norvège ou un grand patriote et qu'il pensait qu'il fallait avoir perdu la raison pour quitter la Norvège, mais en tout cas on sait maintenant que cette hypothèse de la migration sélective est pas la bonne explication pour rendre compte de cet excès de schizophrénie chez les migrants, même si à l'époque, il n'avait pas tout à fait tort, parce qu'on est quand même dans des périodes un peu troubles sur le plan historique, et il y avait des pays quand même qui favorisaient le départ de patients ayant des pathologies mentales vers les États-Unis, des pays comme l'Allemagne notamment, ou l'Irlande par exemple. Et puis ces études sur l'environnement, elles sont tombées aux oubliettes pendant des décennies, probablement du fait du développement de la psychiatrie biologique, du développement des neurosciences, où on faisait finalement des pathologies mentales et de la schizophrénie, des pathologies essentiellement biologiques, voire même essentiellement génétiques. Et finalement, et donc du coup, il y a encore 25 ans, la place des facteurs environnementaux était très modeste. On considérait que ça pouvait jouer un rôle au mieux comme facteur déclenchant, mais pas du tout comme des facteurs pour avoir un impact sur la physiopathologie de la maladie. Et les choses, elles ont commencé à changer, on va dire, au milieu des années 90, de manière assez paradoxale, grâce aux études de génétique, en particulier les études de jumeaux, qui montraient que la concordance chez des jumeaux monozygotes, donc qui ont 100% de gènes en commun, lorsqu'un jumeau était schizophrène, l'autre ne l'était pas forcément. Donc ça, c'était un argument fort en faveur de la participation de facteurs environnementaux. Et puis également du fait du raffinement des techniques d'analyse génétique, avec l'introduction des effets de l'environnement dans les analyses génétiques, ce qu'on appelle les études d'interaction gène-environnement, ça a suscité un regain d'intérêt finalement pour les facteurs environnementaux. Et cet intérêt pour les facteurs environnementaux, il a été conforté par la publication, vous voyez là en 2004, d'une méta-analyse par John McGrath, qui est une très grosse méta-analyse qui portait sur plus d'une centaine de publications, des études réalisées dans plus de 30 pays différents, et qui montrait que les taux d'incidence, en tout cas le nombre de nouveaux cas de schizophrénie sur une période donnée, pouvait varier d'un facteur 5 à 6 en fonction des différents pays et même en fonction de différentes régions au sein d'un même pays.
Alors qu'on nous avait appris, qu'on retrouvait dans tous les livres de psychiatrie, que la prévalence de la maladie, c'était 1%, c'était partout pareil dans le monde. Et là, cette étude venait montrer qu'en fait, il y avait des variations assez importantes. Avec l'idée derrière que peut-être ces variations d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre dans un même pays pouvaient être expliquées, là encore, par des facteurs environnementaux. Alors, depuis, on a identifié un certain nombre de facteurs environnementaux. Alors là, j'ai fait un listing qui n'est pas du tout exhaustif, hein, mais par exemple, les traumatismes crâniens, la saisonnalité des naissances, les complications obstétricales, les infections, notamment les infections par le virus de la grippe chez la femme enceinte, l'urbanicité, le niveau socio-économique, le cannabis, on en parlera probablement tout à l'heure avec le professeur Florence Thibault, migration, ethnicité, traumatisme psychologique. Et vous voyez que déjà, ces facteurs de risque environnementaux, ils sont très différents les uns des autres, ne serait-ce que parce que certains sont infectieux, comme le virus de la grippe, d'autres sont plutôt de nature toxique, comme le cannabis, ou d'autres sont plus psychologiques. Et donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur des facteurs psychosociaux et principalement sur les aspects liés à l'urbanicité et les aspects liés à la migration. Alors déjà, quand on fait une revue de la littérature sur urbanicité et pathologie schizophrénique, on est toujours surpris par la variété des définitions de qu'est-ce que c'est que l'urbanicité d'un article à l'autre. Certains auteurs utilisent la densité de population au kilomètre carré, d'autres la dimension des villes. Et puis il y a tout un débat également sur quelle est la période d'exposition qu'il faut prendre en compte. Pour certains auteurs, c'est l'endroit où le sujet qui va devenir schizophrène est né. Pour d'autres auteurs, c'est l'endroit où il a grandi. Et enfin, pour d'autres auteurs, c'est le lieu actuel d'habitation. Donc il y a tout un débat, pas mal de travaux de recherche à ce sujet, en sachant que malgré tout, ces trois périodes sont relativement corrélées. Donc les premiers résultats probants sur l'impact de l'urbanicité sur le risque de développer des pathologies de type schizophrénique proviennent d'une méta-analyse qui a été réalisée en 2005 et qui comparait finalement le risque de schizophrénie en zone urbaine versus le risque de schizophrénie en zone rurale et qui montrait que ce risque était multiplié par 2 en zone urbaine par rapport aux zones rurales. Donc, c'est des études assez récentes, hein, parce que ça, c'est une publication de 2005, c'est pas très vieux. Quelque temps plus tard, en 2012, une autre méta-analyse qui montre que non seulement l'urbanicité est un facteur de risque pour développer des pathologies schizophréniques, mais qu'en plus, c'est un facteur de risque qui est dose dépendant. C'est-à-dire qu'on retrouve une corrélation statistique entre le degré d'urbanicité et le risque de schizophrénie. Alors en France, on n'a pas ou très peu de données disponibles en épidémiologie des schizophrénies, en tout cas sur ce caractère lié à l'urbanicité. Et on a essayé de répliquer ces données en comparant l'incidence des troubles psychotiques dans une zone très urbanisée, donc Créteil, qui est le secteur sur lequel je travaille, et puis une zone un peu plus rurale qui se situe à côté de Clermont-Ferrand. On a pu répliquer ces données liées à l'urbanicité avec, vous voyez, un gradient d'incidence des troubles psychotiques, donc du nombre de nouveaux cas qui apparaissent de troubles psychotiques, un gradient qui va avec une incidence très élevée du plus urbain vers le plus rural, où là, les taux d'incidence sont beaucoup plus faibles. Et on a pu montrer cet effet de l'urbanicité à la fois sur les psychoses non affectives en rouge, mais également sur les psychoses affectives, c'est-à-dire les troubles bipolaires, avec des caractéristiques psychotiques ou chez des sujets qui ont présenté au cours de leur vie des dépressions avec des caractéristiques psychotiques. Donc, on s'est intéressé également, on a regardé ce que ça donnait, ces aspects au niveau infracommunal.
au niveau de ce qu'on appelle des iris. Donc des iris, ce sont des unités géographiques de 3000 habitants pour lesquelles on peut avoir accès via l'INSEE à des données environnementales. On peut avoir le taux de chômage, le nombre de voitures par ménage, le nombre de pièces par ménage, etc. Et donc là, on est sur nos 3 secteurs, parce que dans notre service de psychiatrie, on a 3 secteurs. Donc on a pu montrer qu'il y avait des variations des taux d'incidence et des taux de prévalence des schizophrénies en fonction des différents quartiers de la ville. Alors, une fois qu'on en est là, c'est pas la ville en soi qui augmente le risque. L'idée, c'est la recherche actuelle, c'est de savoir qu'est-ce qui, à l'intérieur des villes, peut rendre compte de ces variations. Et c'est tout le sujet des travaux de recherche actuels. Il y a quelques travaux qui commencent à s'intéresser à l'impact de ce qu'on appelle l'environnement social, notamment les aspects de cohésion sociale ou de désorganisation sociale. La cohésion sociale, alors c'est un concept qui est plus sociologique, hein, mais qui pourrait correspondre à tout ce qui met de la glu entre des individus, tout ce qui mesure les réseaux de relations interpersonnelles entre les habitants d'un même quartier, donc c'est les associations, etc. Et il y a des travaux qui tendent à montrer que plus il y a de la désorganisation sociale, plus le risque, en tout cas, de développer des troubles psychotiques est important. Et alors, par exemple, il y a un peu plus de cas de troubles psychotiques dans les quartiers où il y a, par exemple, un turnover des habitants, donc ce qu'on appelle de la mobilité résidentielle, beaucoup de célibataires, où il n'y a pas de forte cohésion sociale. Il y a la question, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de la densité ethnique. On retrouve un peu plus de cas de schizophrénie dans des quartiers où il y a des taux de migrants beaucoup plus élevés. Il y a une association également avec le niveau socio-économique. Donc, si le niveau socio-économique des quartiers ou des villes est faible, on retrouve dans ces quartiers-là un peu plus de troubles psychotiques, à la fois des cas prévalents, mais aussi des cas incidents. Et puis il y a des travaux qui démarrent autour de ce qu'on appelle l'environnement construit. Alors, c'est des travaux qui se mènent avec des géographes de la santé qui visent à mesurer la qualité de l'habitat, on va dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans les quartiers des parcs, un éclairage de bonne qualité, des bacs à fleurs sur les trottoirs, etc. Alors ça paraît comme ça des choses qui sont peut-être pas importantes, mais qui peuvent avoir un impact sur le ressenti des sujets, sur leur vie au quotidien, et qui sont associés au risque de développer, en fonction de la qualité de cet environnement construit, au risque de développer des troubles psychotiques. Alors, sur l'environnement physique, il y a très très peu d'études dans le monde, hein, dans la schizophrénie. Hein. J'ai recensé, là, en faisant une recherche bibliographique, il y a une vingtaine d'articles en tout, qui s'intéressent à l'impact du bruit, par exemple, les nuisances sonores, la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau, le type de construction. Est-ce qu'il y a plus de cas dans des quartiers plutôt pavillonnaires ou dans des quartiers où il y a où il y a des barres d'immeubles. Les métaux lourds, c'est un peu à la mode. Alors, le benzène également, les pollutions. Est-ce que par exemple, quand on vit avec ces fenêtres au bord du périphérique, est-ce qu'on respire des vapeurs d'essence? Est-ce qu'on a un risque plus important de développer des pathologies psychiatriques, et aujourd'hui, dans le cas présent de schizophrénie? Il y a très très peu d'études là-dessus, et je crois que c'est des travaux qu'il faut mener. Radiofréquence également, il n'y a pas grand-chose en lien avec les pathologies psychiatriques, encore une fois, c'est des travaux qu'on souhaite développer. Alors, juste pour citer, on avait fait une étude d'incidence sur... je m'aperçois que ce n'est pas le bon diaporama, parce que je l'avais changé ce matin, donc je vais essayer de me débrouiller avec l'ancien, mais on a par exemple sur nos secteurs psychiatriques, on a montré qu'il y avait une corrélation entre le nombre de cas de sujets souffrant de schizophrénie et le niveau socio-économique des quartiers dans lesquels ils vivent. On avait regardé également la cohésion sociale, ce qu'on appelle aussi la fragmentation sociale et la densité ethnique. On ne retrouvait pas de lien particulier. Alors, je crois qu'il faut être prudent dans ces associations, hein, parce que quand on travaille sur l'urbanicité, mais également, c'est vrai pour plusieurs
facteurs de risques environnementaux, il y a des problèmes théoriques et méthodologiques. Premier problème, c'est l'interprétation de la causalité. Hein, est-ce que c'est le fait de vivre dans des villes qui augmente le risque de schizophrénie, ou est-ce que c'est quand on est une personne qui souffre de schizophrénie qu'on va avoir à se retrouver à vivre dans des villes? C'est pareil pour le statut, le niveau socio-économique. Est-ce que c'est le niveau socio-économique bas qui est un facteur de risque de développer des schizophrénies, ou est-ce que c'est parce qu'on est schizophrène qu'on va se retrouver dans des quartiers plutôt pauvres? Donc, il faut faire très attention à la causalité. Dans le cas de l'urbanicité, on pense quand même que c'est un vrai facteur de risque parce qu'on retrouve un nombre élevé de cas incidents dans les grandes villes par rapport à des villes de moins grande dimension. Et on retrouve également plus de manifestations psychotiques atténuées. Les mécanismes d'action, on ne les connaît pas. On dit qu'il y a un lien avec l'urbanicité, mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'urbanicité, comme je vous l'ai dit, explique cette association? Très souvent, le facteur de risque, on le mesure de manière rétrospective, et c'est un facteur de risque auquel les patients ont été exposés très en amont du début de la maladie. On parlait, parce que c'est l'endroit où les gens sont nés, donc c'est quand même 15 ou 20 ans ou 25 ans avant le début de la maladie, donc il y a des biais potentiels possibles. Et puis, un des problèmes quand on étudie les facteurs environnementaux, on les étudie souvent en isolation, c'est-à-dire qu'on va étudier un facteur de risque, le cannabis, l'urbanicité, alors que probablement les facteurs de risque interagissent entre eux et on ne prend pas en compte cette interaction entre facteurs de risque. Alors, deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est celui lié à la migration. Migration et schizophrénie, aujourd'hui, il y a des données qui sont validées dans la littérature. Le premier fait qui est avéré, c'est que l'incidence est augmentée chez les migrants. Alors, il y a eu beaucoup d'études, notamment au Royaume-Uni, en Hollande, très peu en France, mais c'est une donnée qui est relativement validée. Ce qu'on sait, c'est que ça dépend de l'origine des migrants. Par exemple, au Royaume-Uni, on sait que les Afro-Caribéens, par exemple, sont beaucoup plus à risque que les Indo-Pakistanais. C'est vrai aussi, il y a eu des études en Hollande qui montraient que les sujets d'origine turque sont plus à risque que les sujets d'origine marocaine. Un autre point important, c'est que les sujets de deuxième génération, donc qui sont nés sur place, sont plus à risque que les sujets de première génération qui ont migré, que c'est fonction de la couleur de la peau. Donc quand on est migrant et qu'on a la peau foncée, plus on va avoir la peau foncée, plus on est à risque de développer des pathologies psychotiques, et que c'est fonction également du niveau économique du pays d'origine. Alors autour de ça, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été formulées. On a dit au départ, il y avait la question de la migration sélective. Donc ils sont malades déjà dans leur pays, c'est pour ça qu'ils migrent. On s'est aperçu que ce n'était pas ça le facteur explicatif. On a pensé que peut-être il y avait plus de complications obstétricales chez les migrants, mais on a pu ajuster sur ces facteurs. C'est pas ça non plus qui explique le risque. On a évoqué des carences en vitamine D, de la consommation de cannabis. Malgré tout, à l'heure actuelle, les hypothèses prévalences concernent les facteurs psychosociaux. Et en fait, c'est le sentiment de discrimination ressentie, le sentiment de rejet social ou de défaite sociale, ou le sentiment de racisme qui pourrait expliquer que chez les migrants, le risque de schizophrénie est plus élevé. Alors ça, on peut le mesurer chez les patients. Hein. On a des questionnaires qui mesurent la discrimination ressentie. Alors ça peut être des petites discriminations, c'est ce que vous avez l'impression que vous êtes contrôlé par la police plus fréquemment que la moyenne, et ça peut être aussi des grosses discriminations, des discriminations à l'embauche, etc. Donc ces hypothèses s'orientent autour de ces facteurs psychosociaux, et notamment ces aspects de discrimination, de rejet social. Il y a une très belle étude qui a été publiée en Israël, et où... vous savez qu'en Israël, il y a des migrants du monde entier, des juifs du monde entier qui peuvent venir s'installer en Israël. Et ils ont regardé les taux d'incidence des schizophrénies donc chez ces migrants. Et en fait, ils ne retrouvaient pas plus d'incidence chez les migrants, sauf chez les juifs éthiopiens, qui étaient discriminés probablement du fait de la couleur de leur peau. Et cet aspect de discrimination, il expliquerait également le fait que les migrants de seconde génération qui sont nés sur place sont plus à risque que les migrants de première génération parce qu'ils ont une durée d'exposition finalement à ces stress répétés liés à la discrimination plus long. Alors en France, il n'y a quasiment aucune étude, en tout cas
Sur migration et schizophrénie, on ne sait pas vraiment si les migrants sont plus à risque, et si oui, quel groupe de migrants est plus à risque. Est-ce que c'est les mêmes facteurs de risque qui sont associés à la schizophrénie que se décrit dans d'autres pays? Est-ce que c'est l'isolement, la précarité, les aspects de discrimination, et qui questionnent également sur les politiques d'intégration? Pour faire vite, sur les facteurs environnementaux, en général, les facteurs environnementaux, ils ont un risque relatif qui est relativement faible, autour de 2. Donc, quand on y est exposé, on a un risque qui est multiplié par deux de développer la maladie par rapport à des personnes qui ne sont pas exposées. Mais quand on regarde ce qu'on appelle le risque attribuable, c'est-à-dire le risque attribuable, il tient compte du risque relatif, mais de la fréquence d'exposition de la population à ce facteur de risque, on s'aperçoit que malgré tout, le risque attribuable est non négligeable. Alors, pour expliquer tout ça, j'ai juste un exemple. Quand on regarde les antécédents familiaux, le risque génétique, un apparenté de premier degré, on dit classiquement qu'il a 10% de risque de développer une maladie schizophrénique. Le risque relatif pour l'urbanicité est de l'ordre de 2, mais quand on regarde ce risque attribuable ou attributionnel, il est beaucoup plus important pour l'urbanicité. Et ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent dans des grandes villes que de personnes qui ont un apparenté de premier degré schizophrène. Alors, rappelez quand même qu'on est dans des modèles, ça a été dit tout à l'heure, dans des modèles d'interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux, parce que vous voyez, la population est exposée très largement à ces facteurs de risque. L'urbanicité, on considère qu'en France, 78% de la population vit dans des villes. Pour le cannabis, sur la vie entière, on considère que 30% de la population en a consommé. Et malgré tout, on reste autour d'une prévalence de la maladie qui reste entre 0,6 et 1%. Donc on est vraiment dans des phénomènes d'interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux. Alors ma dernière diapositive, pourquoi c'est important d'étudier ces facteurs de risque environnementaux? Parce qu'ils représentent une partie importante de l'étiologie, on l'a vu. On ne connaît pas les facteurs directement impliqués, par quel mécanisme ils augmentent le risque, donc il y a un côté quasi heuristique à essayer d'identifier au sein de certains de ces facteurs qui sont que des marqueurs finalement de vulnérabilité, quel est le mécanisme impliqué. Évidemment, ça pourrait permettre de mieux comprendre l'éthiopathogénie des schizophrénies ou des troubles psychotiques. Et puis surtout, ça pourrait permettre aussi de la mise en place de mesures de prévention. Identifier les populations à risque, c'est-à-dire identifier les sujets qui sont exposés à ces facteurs de risque. L'environnement, en tout cas pour l'instant, contrairement aux facteurs génétiques, on peut les modifier. Et puis ça pourrait permettre, en fonction, on l'a vu tout à l'heure, des variations du nombre de cas en fonction des régions, des quartiers, des villes, ça pourrait permettre une meilleure allocation des ressources sur le territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente intervention. Moi, je vais poser une toute petite question. Est-ce qu'il y a une spécificité de la schizophrénie par rapport aux autres troubles psychiatriques, par rapport à l'urbanicité, par rapport à la migration, etc., etc. Est-ce que, finalement, ça concerne tous les troubles psychiques ou il y a quelque chose de particulier, les liens plus forts dans le cas de la schizophrénie? Alors, c'est une bonne question. Je dirais, il y a une spécificité. On retrouve également un impact de la migration et de l'urbanicité dans les troubles bipolaires, par exemple, mais l'impact est beaucoup moins fort. Il est vraiment très élevé pour les troubles psychotiques, un peu plus modéré dans les troubles bipolaires de l'humeur. D'accord, merci. Donc la discussion est ouverte. Qui souhaite intervenir? Oui. Oui, bonjour. Par rapport à ces facteurs de risque sociétaux, vous n'évoquez pas, à propos de la migration, les problèmes de changement culturel, de culture qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, qui peuvent intervenir sur les comportements. Et je pense aussi en particulier aux enfants adoptés d'autres pays qui viennent dans nos familles et qui, quelquefois, ont quelques difficultés d'ordre psychique. Non, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux questions dans la question que vous posez, mais il y a la question de la psychiatrisation finalement des croyances culturelles
qui dans une culture ne sont pas des éléments délirants, qui pourraient être considérés dans des pays occidentaux comme des idées délirantes. Mais en fait, il y a des gens qui ont étudié ça, notamment au Royaume-Uni encore, parce qu'ils sont assez pionniers dans le domaine. Ils ont fait, interviewer des patients qui souffraient de schizophrénie indo-pakistanais par des psychiatres indo-pakistanais et ont retrouvé malgré tout un taux plus élevé de psychose dans ces populations-là. Les Allemands ont fait pareil avec les populations originaires de Turquie. Ils ont fait évaluer les patients souffrant de schizophrénie par des psychiatres turcs et en fait ont retrouvé malgré tout cet excès de troubles psychotiques. Alors ça joue probablement, mais ça n'explique pas le taux élevé de psychose chez les migrants, complètement en tout cas. Oui, bonjour. Vous avez parlé justement des différents facteurs de désorganisation sociale, etc., de territoire. Au regard justement de toutes ces études, moi je me pose la question, pourquoi les psychiatres n'ont pas ça en tête pour pouvoir justement travailler, avoir une vision globale, une approche systémique et travailler avec les familles. Au regard justement de ce que je vois, de ce que vous avez dit. Là, j'avoue que je pense que les psychiatres ont tout intérêt dans l'intérêt des patients à travailler avec les familles, mais vous me posez une colle, je ne sais pas comment répondre à votre question là. Ces aspects-là, on essaie de communiquer là-dessus, d'alerter nos tutelles autour de tous ces aspects de cohésion sociale, tous ces aspects sociétaux, psychosociaux. Mais après. Ça veut dire que les formations ne sont pas les mêmes ? Les formations. Oui, ben l'idée c'est de communiquer, hein, de diffuser l'information, de sensibiliser les psychiatres. Mais encore une fois, c'est des travaux qui sont assez récents, donc il faut un peu de temps pour que ça puisse aussi imprégner le travail des psychiatres. Une autre question. La question des cofacteurs. On peut être exilé de l'intérieur, partir du monde rural, monter à Paris. Hein, les fonctionnaires, c'est ça. Ils n'attendent que retourner par des fiches de vœux. Donc, ils sont effectivement dans un choc culturel. Mais c'est vrai qu'aussi, dans une ville, si on voit l'image de Créteil, c'est pas la pire des villes. Hein. Il y a quand même un espace vert. Donc, la nature et culture. Et ma question, vous êtes dans un centre expert. Est-ce que ces questions, ces dimensions sont intégrées dans le questionnaire quand vous accueillez le patient avec sa famille? Vous leur demandez d'où ils viennent, leur parcours. Ça peut être utile si c'est pas le cas. Oui, alors non, on recense l'exposition de très nombreux facteurs de risque, les consommations de cannabis, l'exposition des traumatismes dans l'enfance, les complications obstétricales avec des questionnaires, avec des outils. On recueille effectivement on recueille le lieu de naissance évidemment et puis la biographie. Mais là, on est vraiment pour le moment sur des aspects qui sont des aspects de recherche et il n'y a pas de bénéfice individuel direct pour le patient, en tout cas dans le soin immédiat. Bon, ben on est dans les temps, c'est parfait, on va continuer. Il n'y a pas que les facteurs environnementaux, bien sûr. Donc, il y avait une autre question majeure ? Alors, ok. Donc la dernière, allez-y, pardon.
Moi, j'avais une question liée à un facteur physiologique, biologique, qui peut être aussi mis en relation avec le facteur socio-économique, qui est l'alimentation. L'alimentation des jeunes au moment où ils rentrent dans une vie de jeune adulte et où ils sont amenés à faire des études en quittant leur famille et ils changent d'alimentation. Et l'alimentation des migrants qui changent aussi de produits de base et qui se retrouvent dans une situation de pauvreté où ils ont moins accès à des aliments qui peuvent être des facteurs protecteurs. Voilà. Non, vous avez complètement raison. Hein. Alors là, on parlait des facteurs psychosociaux et on n'a pas évoqué les aspects nutrition, alimentation, microbiote, etc. Mais effectivement, c'est aussi un champ dans les facteurs environnementaux qui est en pleine explosion, en voie d'exploration. Et ce sont des facteurs extrêmement importants. Hein. Vous avez raison.